Bonjour et bienvenue à tous et toutes et merci de nous joindre aujourd'hui pour le webinaire sur les top 10 façons dont COVID-End peut vous aider à soutenir les processus décisionnels. C'est un plaisir de pouvoir partager nos expériences contribuant à COVID-End et de recevoir vos commentaires de comment on peut mieux soutenir une coordination et collaboration autour de la synthèse des preuves dans le contexte de COVID-19. Je m'appelle Anna Dion, je suis associée de recherche clinique avec Dr. Jeremy Grimshaw à l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa et je suis accompagnée aujourd'hui par F.P. Gauvin, responsable scientifique principal, engagement des citoyens et conservation des données probantes au McMaster Health Forum. Comme vous le savez tous, COVID-19 est un défi sans précédent pour les systèmes de soins de santé et les sociétés du monde entier. Étant donné qu'il s'agit d'un nouvel agent infectieux, il a soulevé de nombreuses questions pratiques de santé publique et de politique dans le contexte des systèmes de santé et aussi les appuis sociaux et économiques, particulièrement à nos populations les plus marginalisées, mais aussi à travers la communauté des données probantes. Passer à travers la quête d'information, les processus de synthèse et recommandations, et puis de mettre ces recommandations en pratique. Et tout cela dans un contexte où les données changent de jour à jour et dans certains cas de l'heure à l'heure. La communauté mondiale de la recherche a réagi par une explosion de la recherche primaire. Toutefois, il est important que les décideurs utilisent les synthèses de ces recherches pour éclairer leurs décisions. COVID-End a débuté lorsque Dr. John Levis du McMaster Health Forum et Dr. Jeremy Grimshaw de l'Institut de recherche de l'Hôpital d'Ottawa ont commencé à recueillir les sources de preuves fiables en rapport avec COVID-19 pour appuyer les prises de décision en Ontario et au niveau national au Canada. Et qu'est-ce que nous avons observé? C'est qu'on a trouvé une duplication excessive des efforts, créant autant un problème de bruit par rapport au signal dans la communauté globale de synthèse des données probantes. Et aussi un manque de coopération et de collaboration entre les différents groupes qui travaillent dans cet espace. Comme exemple, on a trouvé plus de 10 organisations qui ont fait presque la même revue systématique sur l'utilisation de l'équipement de protection individuelle, qui est un intérêt présent à travers le monde. On a trouvé un autre défi qu'on a rencontré, c'est que de nombreux groupes ont également entrepris de synthèse de preuves sans grande expérience préalable de ces méthodes. Et nous avons vu une opportunité de réunir les meilleurs experts mondiaux en matière de synthèse de données probantes pour voir si nous pouvions orienter les gens vers des ressources de haute qualité pour les aider à naviguer dans l'espace des données probantes liées à COVID-19. Et pour y remédier, nous avons invité les principales organisations de synthèse de données probantes de se réunir ensemble afin de voir si elles reconnaissaient également ces problèmes et pensaient qu'il y avait des possibilités d'améliorer tant la coordination et la collaboration dans ce domaine. Alors, depuis la fin mars, on a eu plusieurs rencontres, au moins 2 fois par semaine, et nous avons élargi la liste de partenaires et formé COVID-End. Sur la prochaine diapositive, on peut voir que COVID-End est un réseau limité dans le temps et qui comprend près de 40 partenaires comprend les organisations bien établies de synthèse de données probantes, comme exemple Cochrane, Campbell, Epicenter, des concepteurs de lignes directrices comme GIN, Magic App, et des agences de technologie de la santé, comme Health Technology Assessment International, INES au Québec, ici au Canada. Et aussi des organisations intermédiaires de données probantes qui travaillent avec les décideurs pour promouvoir une prise de décision éclairée par les données probantes. Pour exemple, le African Evidence Network, McMaster Health Forum et the Agency for Clinical Innovation en Australie. Et qu'est-ce qui est unique par rapport à COVID-End, c'est que c'est un réseau limité dans le temps qui s'est vraiment réuni en réponse à un choc exogène qui est le COVID-19 pour faire collaborer en collaboration la communauté des données probantes
dans une manière qui tire parti de l'explosion d'intérêt et la demande pour les synthèses des données probantes et qui rend la communauté des données probantes encore plus robuste et résiliente et qui renforce les institutions et les processus existants. Alors, comme vous pouvez voir par tous les logos les organisations impliquées dans la COVID-19. Nous sommes présents dans le monde entier avec des partenaires en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, ainsi qu'avec des organisations internationales. Et bien que COVID-End ait commencé en grande partie avec un objectif de santé, nous engageons de plus en plus d'experts et d'organisations de plusieurs secteurs, y compris les sciences sociales, l'éducation, la protection économique, ainsi qu'un engagement de fournisseurs de première ligne, des organisations de citoyens et les organisations directives au niveau national tant qu'internationaux. Dans la prochaine vidéo, on vous invite à visiter notre site web pour découvrir l'ensemble des principes qui sous-tendent COVID-End. Mais nous aimerions souligner que 3 ici. La première est soutenir sans rivaliser ni remplacer les organisations qui sont déjà bien positionnées, qui travaillent en partenariat avec les publics cibles et les décideurs et qui répondent déjà à leurs besoins en matière de données probantes. Un deuxième principe est de soutenir avec une identité commune, un secrétariat agile et une structure simple de groupe de travail. Alors, on travaille en réseau distribué d'organisations et d'individus pour profiter de leurs avantages comparatifs. Le troisième principe qu'on aimerait souligner, c'est qu'on cherche des gains rapides pour ceux qui soutiennent les décideurs présentement et qui participent à la préparation de synthèse de données, d'évaluation de technologies et de lignes directrices et prendre des mesures pour trouver des solutions à plus long terme aussi qui peuvent mieux soutenir les décideurs dans le présent par rapport à COVID-19 et aussi à des chocs externes qui peuvent venir dans le futur. Maintenant, je vais passer la parole à FP pour partager comment COVID-End peut vous appuyer dans votre propre travail. Merci beaucoup, Anna. Merci à tout le monde d'être présent aujourd'hui. Alors, comme le mentionnait Anna, COVID-End, c'est un réseau qui est très récent, qui a été développé tout récemment, donc qui est en constante évolution et avec lequel de plus en plus de partenaires se joignent à ce réseau. Mais toutefois, malgré le fait que ce soit assez récent, nous avons quand même certaines leçons que nous avons pu tirer jusqu'à présent et identifier certaines façons dont le réseau COVID-End peut vous aider dans votre travail et à soutenir la prise de décision. Vous remarquerez, on a identifié 10 de ces façons, dont la dernière est ouverte pour le public, pour vous, afin que vous puissiez soumettre vos idées, vos commentaires, vos suggestions, afin d'améliorer COVID-End, lui proposer des améliorations afin de mieux soutenir la prise de décision. Mais dans un survol très rapide, la première façon dont on peut vous aider, ce sont les ressources qui sont mises en place sur notre site web qui est tout récent. Nous avons également élaboré des guides pour soutenir à la fois les personnes qui soutiennent les prises de décision, mais également les chercheurs. Nous avons également des conseils, des outils qui ont été développés pour différents publics cibles. Je passerai un peu de temps également pour vous présenter une taxonomie des décisions dans différents secteurs d'activité qui peuvent vous aider dans vos réponses à la pandémie de COVID-19, mais également peut-être à vous soutenir dans l'élaboration de futures réponses à des chocs exogènes qui pourraient venir déstabiliser nos sociétés. Les prochaines façons que je vous parlerai, ce sont 2 modèles novateurs pour soutenir la prise de décision. Le premier, c'est un modèle de portrait rapide des données probantes que nous avons mis en place et que nous raffinons à toutes les semaines avec les demandes que nous pouvons recevoir. En anglais, nous l'appelons les Rapid Evidence Profiles. Le deuxième modèle novateur qui n'a pas encore été mis en place, mais que nous souhaitons mettre en place, c'est un
service de contextualisation des données probantes, et j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Par la suite, Anna aura l'occasion de vous parler de 3 autres initiatives de COVID-N qui pourraient vous soutenir, c'est-à-dire les groupes de travail qui ont été mis en place actuellement pour soutenir différentes activités de COVID-N, certaines des réalisations qui ont déjà été mises en ligne et qui ont été réalisées par les groupes de travail, et enfin, la liste de diffusion que nous souhaitons développer afin que vous puissiez rester à l'affût des développements de COVID-N et que vous puissiez également échanger avec nous vos idées. Donc, je vais passer tout de suite à la première de ces façons dont COVID-N peut vous soutenir, c'est-à-dire le site Web. Et un site Web qui est accessible à l'adresse suivante, donc www.covid, espace ou trait d'union plutôt, end.org. C'est un site Web qui a été structuré pour vraiment répondre aux besoins de 2 publics cibles. Et donc, si vous survolez ce site Web, vous verrez vraiment l'information, les ressources, les outils sont structurés tout d'abord pour répondre à tous ceux et toutes celles qui soutiennent les décideurs. Je vous donne par exemple les équipes qui travaillent à synthétiser des données probantes pour l'OMS, pour développer leurs lignes directrices. On peut penser aussi au personnel des différents ministères, que ce soit le ministère de la Santé, des Services sociaux, de l'Éducation, le ministère du Revenu, de l'Économie, en fait, tout le personnel des différents ministères qui sont actuellement touchés par la pandémie de COVID-19. Mais aussi, ça peut être aussi des initiatives locales, comme une initiative qui s'appelle RISE en Ontario, qui vise à soutenir le développement des équipes santé Ontario, tout comme des initiatives plus internationales comme EvitNet, qui est un réseau de soutien à la prise de décision à l'échelle internationale. Donc, le premier public cible, comme je le disais, c'est vraiment soutenir ceux qui aident les décideurs à prendre des décisions informées par des données probantes. Et le deuxième public cible que nous ciblons, ce sont les chercheurs. Et comme le mentionnait Anna tout à l'heure, il y a vraiment eu une explosion de recherches primaires qui ont été réalisées. Beaucoup de chercheurs souhaitent s'impliquer activement en réalisant des études primaires, mais aussi des synthèses de données probantes. Et l'objectif ici, avec l'information qui est proposée sur notre site Web, c'est de mieux guider, mieux soutenir les chercheurs afin d'éviter qu'il y ait leurs efforts qui soient dupliqués. Comme on le mentionnait tout à l'heure, certaines organisations ont produit des synthèses de données probantes, des revues rapides sur les mêmes sujets. Donc, on va essayer de mieux coordonner les efforts, éviter la duplication des initiatives similaires afin qu'on puisse vraiment collectivement mettre toutes nos énergies ensemble et répondre collectivement à la pandémie de COVID-19 sans toutefois vraiment trop s'étendre et trop dupliquer les efforts. Donc, il s'agit de la première façon dont nous croyons que nous pouvons vous soutenir grâce au site Web. Deuxième façon que nous croyons que COVID-N peut vous aider à soutenir la prise de décision, c'est grâce à 2 versions d'un guide qui touche aux sources de données probantes en lien directement avec COVID-19 qui ont été développées. On a tout d'abord, à l'origine, c'est un guide qui avait été développé entre autres par John et Jeremy et qui a ensuite été raffiné et qui est toujours raffiné continuellement grâce aux différents partenaires du réseau COVID-N. Et le premier guide a été vraiment développé à l'intention des personnes qui soutiennent les décideurs. Et l'idée ici, c'est vraiment, si par exemple vous faites partie d'une équipe au sein d'un ministère et qu'on vous demande rapidement un survol de données probantes sur une question bien précise, eh bien, votre objectif, là, dans le fond, c'est d'aller rapidement vers les sources de données probantes les plus solides, de grande qualité, qui vont vous donner un haut rendement, plutôt que d'effectuer des recherches multiples dans de diverses bases de données. Donc, ce guide-là, vraiment, va vous identifier les principales sources de données probantes qui sont directement en lien avec le COVID-19. Lorsque vous accéderez à la présentation PowerPoint, vous aurez également l'occasion de cliquer sur le lien ou encore le lien disponible évidemment sur le site de COVID-N.
Nous avons également développé un guide de sources de données probantes, mais plus à l'intention des chercheurs. Donc, c'est un guide qui est un peu plus élaboré, un peu plus détaillé et éclaté. L'objectif ici est vraiment de montrer aux chercheurs intéressés à contribuer par leur recherche, par la synthèse de données probantes, à l'ensemble des efforts qui sont actuellement en cours. Donc, leur montrer, par exemple, tous les protocoles qui sont en train d'être proposés pour faire des synthèses de données probantes, avoir accès aux titres de revues systématiques qui ont été enregistrés et qu'on sait actuellement qui sont en cours qui seront sous peu en cours de réalisation, à des publications scientifiques d'études primaires pour vous donner un aperçu des études primaires qui sont actuellement réalisées en lien avec le COVID-19 et ainsi de suite. Donc, ce document, un guide un petit peu plus détaillé, plus élaboré, qui est davantage vraiment axé sur les gens qui travaillent dans le monde de la recherche. La troisième façon dont nous croyons que Coviden peut vous soutenir, c'est grâce à différents conseils et outils qui sont présentés sur notre site Web. Ce sont des conseils qui ont été rédigés par le réseau et qui continuent d'être révisés. Comme encore une fois, nous avons deux publics cibles, nous avons deux types de conseils et outils. Certains visent directement les personnes qui soutiennent les décideurs et vous le verrez, certains des conseils consistent à vous assurer d'avoir la bonne équipe en place pour soutenir ces décideurs-là et également d'avoir mis en place de bonnes relations avec les gens qui produisent les synthèses de connaissances et les synthèses de données probantes. Donc, à la fois, de mettre en place tous les gens à la bonne place, tant du côté de la demande en données probantes que de l'offre en données probantes. Il y a également des conseils et des outils qui sont proposés et qui visent davantage sur la mise en place de bons processus pour répondre aux demandes des décideurs. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, il est très fréquent pour des gens qui travaillent, par exemple, au sein d'un ministère, de recevoir une requête pressante et dans l'espace de peut-être 3 heures ou 24 heures, on veut avoir un avis informé par des données probantes sur un sujet bien précis. Alors, on vous propose certains conseils, certains outils pour mettre en place des processus robustes pour essayer de répondre du mieux possible à ces demandes qui sont parfois très pressantes. Par exemple, certains des conseils visent à utiliser le guide que nous avons développé, donc le guide de sources de données probantes, qui va vraiment vous aider à focuser vos recherches très rapidement sur les meilleures sources de données probantes qui sont de qualité. On vous donne également des conseils par rapport à certaines informations que vous devriez transmettre aux décideurs, que ce soit par rapport au contexte dans lequel les études ont été réalisées, par rapport aux dernières recherches qui ont été réalisées. Par exemple, on sait que certaines synthèses de données probantes peuvent avoir réalisé leur recherche de littérature en 2016, en 2017, en 2018, 2019. Il y en a d'autres qui viennent tout juste d'être produites et les recherches sont à jour en 2020. Alors ça peut être important pour un décideur de savoir jusqu'à quel point la synthèse est vraiment récente ou non. D'autres conseils également touchent au besoin de trouver un équilibre, qui n'est pas toujours facile, mais un bon équilibre entre être réactif et être proactif. Donc, si encore là, vous travaillez auprès d'un ministère, on vous demande des réponses rapides. Donc, vous devez avoir un processus en place pour réagir rapidement à la demande en données probantes. Et encore là, nous vous proposons, et je vais en parler aussi un peu plus tard, on vous propose un modèle qui est un Rapid Evidence Profile, en français, un portrait rapide des données probantes. Donc, c'est un modèle qu'on est en train de raffiner, mais qui pourrait être utilisé au sein de votre organisation afin de produire rapidement et parfois même dans de très courts délais, comme 3 heures de temps, un profil des données probantes sur un sujet bien précis. Et l'autre côté de la médaille, c'est non seulement être réactif, mais être proactif. Parce que vous savez, par exemple, que la pandémie va vivre différentes phases. On a vécu différentes phases
qui visaient par exemple à la gestion des mesures de santé publique, à la gestion clinique des problèmes. Là, on parle de déconfinement, on commence à parler à réouverture de certains secteurs d'activité, milieu scolaire et ainsi de suite. Donc, il peut être important pour ceux et celles qui soutiennent les décideurs de demeurer proactifs et d'avoir en tête quels sont les enjeux pour lesquels nous aurons besoin de données probantes et pour lesquels on sait très bien qu'on aura des requêtes provenant des décideurs afin de les soutenir pour faire face à ces décisions futures. Donc, ça, c'est des outils pour les personnes qui soutiennent les décideurs, mais il y a aussi des outils vraiment dédiés spécifiquement et des conseils offerts spécifiquement pour les chercheurs. Alors, tous ceux qui sont impliqués ou qui souhaitent s'impliquer dans de tels travaux aux différentes phases de la pandémie de COVID-19. Passons maintenant à la quatrième façon dont Coviden peut vous soutenir. C'est un travail très peut-être conceptuel, mais qui a une implication très pratique, celui de développer une taxonomie qui a été créée, une taxonomie en 4 parties qui illustre l'ensemble des décisions liées à la réponse au COVID-19 et à la pandémie. Donc, on a développé une taxonomie assez détaillée en 4 parties. La première touche à l'ensemble des mesures de santé publique qui ont été mises en place ou qui auraient pu être mises en place afin de répondre à la pandémie. On peut penser à toutes les mesures de prévention et de contrôle des infections, mais aussi à des mesures plus larges de santé publique comme le confinement, la quarantaine et ainsi de suite. Donc, on a vraiment élaboré une taxonomie exhaustive de mesures de santé publique qui peuvent vous éclairer. On a également développé une taxonomie qui touche davantage à la gestion clinique du COVID-19, mais aussi des problèmes de santé connexes. Alors, évidemment, il y a dans la taxonomie beaucoup d'éléments qui touchent aux soins pour les patients atteints de COVID-19, comment soigner et faire la gestion clinique de ces patients, mais aussi de plus en plus, on entend parler de l'impact et des problèmes de santé connexes, par exemple des maladies chroniques qui ont été mal gérées ou pas gérées durant la pandémie, des problèmes de santé mentale émergents et qui ont été exacerbés peut-être par la pandémie de COVID-19, et ce, tant au sein de la population, mais aussi au sein du personnel médical et des personnes qui ont prodigué des soins durant cette période. On peut penser aussi à des enjeux qui touchent à la violence conjugale, qui ont fait écho un petit peu dans les médias, donc des problèmes qui sont pas directement liés à la COVID-19, mais qui sont connexes à la pandémie que nous vivons. La troisième taxonomie touche, elle, plus au niveau du système de santé et aux arrangements des systèmes de santé, que ce soit au niveau de la gouvernance du système, aux arrangements financiers, aux arrangements de prestations de services. Comme vous le savez, on se questionne beaucoup sur les façons de redémarrer les cliniques ambulatoires, de redémarrer certains traitements qui ont peut-être été mis en pause, par exemple contre le cancer, redémarrer les procédures électives, les chirurgies électives, comment maintenir et aussi tirer parti des gains obtenus grâce aux soins virtuels. Ça, dans la pandémie, c'est peut-être un gain qui a pu être fait. Hein. La pandémie a été terrible, mais elle a forcé le système à se lancer davantage du côté de la télésanté, de la télémédecine. Donc, certains se demandent, est-ce qu'il y a des données probantes pour nous aider à soutenir et maintenir les gains que nous avons pu faire au cours des dernières semaines et derniers mois en ce qui a trait aux soins virtuels. Et enfin, la taxonomie ne s'en tient pas juste aux aspects santé publique, soins de santé et système de santé. On a développé une taxonomie plus élargie qui vise toutes les décisions et les réponses plus de nature sociale, économique à la pandémie de COVID-19. Donc, comme vous le savez, c'est probablement tous les pans de la société qui ont été ébranlés depuis le début de la pandémie. Le secteur de l'éducation a été gravement touché. On a dû mettre en place différents programmes et services en termes de protection financière, de salubrité et de sécurité alimentaire, de logement,
de loisirs, de transport et ainsi de suite. Donc, on a développé une taxonomie, on essaie de la raffiner également, qui touche vraiment à ces autres aspects-là qui sont en dehors peut-être du secteur de la santé, mais qui sont terriblement pertinents dans le contexte de la réponse à la pandémie de COVID-19. Cette taxonomie-là, comme je disais, c'est un travail qui est en cours, une taxonomie qu'on essaie de raffiner. Cela dit, on pense qu'elle peut aider à mieux valoriser les synthèses de données probantes, mais aussi les évaluations de technologie et les lignes directrices qui sont existantes. Et d'ailleurs, on étudie actuellement la possibilité de créer un portail de recherche unique en utilisant la taxonomie comme filtre. Donc, on pourrait peut-être essayer de faire une sorte de répertoire, de portail de recherche où on pourrait recueillir les synthèses de données probantes, les évaluations de technologie et les lignes directrices en lien avec la pandémie de COVID-19 et organiser et qui pourrait chercher ce répertoire-là en utilisant la taxonomie que nous avons développée. La taxonomie aussi peut aider aussi à informer la priorisation des différentes questions auxquelles il faut répondre à mesure que des problèmes surgissent. Donc, la taxonomie se veut assez détaillée, développée, et elle peut peut-être mettre en lumière certains enjeux auxquels on n'a pas eu encore à faire face, mais pour lesquels on sait que des enjeux vont survenir et que nous devrons développer une réponse à ces enjeux. Également, elle peut informer la priorisation de d'autres synthèses qui doivent être développées, d'autres évaluations, d'autres lignes directrices qui sont peut-être existantes déjà, mais qui doivent clairement être mises à jour dans un proche avenir. Il y a beaucoup de lignes directrices, de synthèses qui ont été produites dans les dernières semaines, mais il y a d'autres qui seraient très pertinentes, mais qui ont peut-être été mises à jour en 2017, en 2018, et que ces documents-là pourraient être vraiment être très utiles et on pourrait peut-être prioriser leur mise à jour afin de répondre à la pandémie de COVID-19. Et enfin, la taxonomie peut nous aider, nous informer sur la priorisation des différentes synthèses, évaluations et lignes directrices qui seront probablement nécessaires dans un prochain avenir et dans des futures phases de la pandémie. Donc, des trucs que nous n'avons peut-être pas encore pensé, mais qui sont à venir et que nous aurons besoin d'outils et de données probantes afin de faire face à ces nouvelles phases de la pandémie. Donc, c'était en ce qui a trait à la taxonomie. Je passerai maintenant à une autre façon dont nous croyons que Coviden peut soutenir les gens qui prennent des décisions face à la pandémie. C'est un modèle novateur dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, qui est le portrait rapide des données probantes. C'est un modèle qu'on vient tout juste de commencer à tester, de réponse rapide, qui veut être utilisé ou adapté dans n'importe quelle juridiction afin de décrire dans un court laps de temps, et on croit même parfois dans un délai de peut-être 3 heures, à la fois les données probantes existantes et les innovations pour éclairer une décision spécifique. Donc, on a testé ce modèle-là, on est en train de le raffiner, on est en train également de documenter les meilleures façons de faire afin que d'autres personnes puissent adopter ce modèle de réponse rapide. Nous avons déjà développé 10 portraits rapides des données probantes sur différents sujets. J'en donne 3 exemples ici. Nous avons fait une réponse rapide en 3 heures des différentes approches de dépistage qui peuvent être utilisées dans des environnements autres que les soins de santé, par exemple dans les milieux sur les campus universitaires, dans les commerces, dans les bureaux, pour identifier les personnes qui peuvent être atteintes du COVID-19 et qui doivent prendre les mesures appropriées. Donc ça, c'est une question qui nous est venue récemment de la part des décideurs, hein, et qui est très en lien avec le déconfinement. Est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies de dépistage efficaces pour s'assurer de prévenir les infections et de dépister peut-être les gens qui se présenteraient au travail, qui iraient dans des commerces, qui retourneraient sur les campus et qui potentiellement pourraient être atteints de la COVID-19. Un autre exemple de réponse rapide que nous avons produite récemment se touchait sur les façons internationales, ou plutôt les leçons internationales tirées de la réouverture des activités des hôpitaux qui ne sont pas liées au COVID-19.
Donc, beaucoup, par exemple, de chirurgies électives ont été repoussées et graduellement, les hôpitaux commencent à rouvrir ces chirurgies électives-là, réouvrir certaines cliniques ambulatoires. Et évidemment, il y avait beaucoup de questions par rapport à est-ce qu'il y a des façons de faire optimales pour la réouverture? Qu'est-ce qui doit être pensé? Qu'est-ce qui a pu être fait dans d'autres juridictions en la matière? Donc, une question très pertinente pour les décideurs. Et enfin, un autre exemple de réponse rapide que nous avons produite touchait aux stratégies de soutien à l'utilisation des masques pour prévenir le COVID-19 et ce, dans un contexte de pénurie. Alors ça, c'est évidemment, ça a été une question, probablement que toutes les juridictions se sont questionnées là-dessus, ont demandé des avis à leurs équipes, des synthèses de données probantes euh, aux, par rapport aux équipements de protection personnelle, mais particulièrement aux fameux masques. Donc, quelles étaient les stratégies pour vraiment faire une gestion optimale et une utilisation optimale des masques dans un contexte de pénurie? Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez obtenir plus d'informations sur cette approche-là de portrait rapide des données probantes, vous pouvez avoir accès à plus de détails via notre site web, mais également, vous obtiendrez aussi la liste complète des portraits que nous avons réalisés au cours des dernières semaines. Un autre modèle novateur qui, nous croyons, pourrait vous soutenir et qui est en train d'être élaboré par COVID-End, c'est un service de contextualisation. Donc, on souhaite bientôt piloter un modèle de contextualisation des données probantes qui pourrait être utilisé ou adapté dans différentes juridictions. Et ça viserait à impliquer des experts locaux dans l'interprétation des données probantes et de voir en quoi les données probantes peuvent être interprétées, comprises et mises en œuvre dans un contexte bien précis. Donc, plutôt que multiplier les efforts afin de faire des synthèses de données probantes, on pourrait peut-être mieux coordonner nos efforts pour produire ces synthèses de données probantes-là, mais on pourrait développer des services visant à contextualiser ces synthèses de données probantes-là à différents contextes, et ça en misant sur des experts locaux qui nous aident à interpréter les données probantes dans leur contexte bien spécifique. Donc, c'est un modèle qui est novateur et qu'on souhaite piloter sous peu. Maintenant, pour la suite des discussions par rapport aux autres approches et façons dont COVID-19 peut soutenir les processus décisionnels, je vais passer le microphone à Anna qui va vous parler, entre autres, des différents groupes de travail qui ont été mis en place. Alors, Anna? Merci, FP. Alors, dans le contexte de COVID, on a convoqué 7 différents groupes de travail pour réaliser les gains rapides et aussi d'établir les processus pour réaliser les gains à plus long terme. Alors, comme vous pouvez voir ici présenté sur l'écran, on voit les 7 différents groupes de travail. Et dans chaque groupe, on vise d'avoir de la bonne représentation géographique, linguistique, des domaines d'expertise et de positionnement dans la communauté, à travers la communauté de la synthèse de données probantes. Alors, la première et la dernière groupe de travail sont les groupes qui appuient à COVID-End à déterminer la portée de l'initiative et comment naviguer cet espace. Et également, comment soutenir la coordination et les efforts collaboratifs qui ont été catalysés par la nécessité dans le contexte de COVID-19. Les 5 autres groupes de travail s'occupent de différentes parties du continuum de la communauté de la synthèse de données probantes. Et on vous invite à visiter le site web parce qu'à chaque semaine, chaque groupe de travail mettra à jour le site avec les avances dans leurs domaines respectifs. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux de pouvoir partager quelques avances plus récentes de certains groupes de travail. Alors, on voit sur la diapositive prochaine suivante quelques avances plus récentes des groupes de travail. Alors, dans le groupe de travail qui s'occupe d'engager la communauté globale par rapport à COVID-19,
Il travaille présentement à identifier et contacter plus de 20 réseaux dans le monde qui travaillent déjà à appuyer les décideurs pour faciliter l'utilisation des données probantes dans les décisions par rapport à COVID-19. Et ça, c'est vraiment pour amplifier plusieurs ressources qui sont disponibles pour les appuyer dans leur travail que FP vient de partager avec nous. Alors, vraiment amplifier l'utilisation de ces ressources et la bonne utilisation des données probantes dans les décisions. Dans les groupes de numérisés, ils ont pris une approche un peu différente et ont vraiment demandé les autres groupes de travail, c'est quoi les obstacles les plus grands qu'eux ils rencontrent dans leur travail pour aider les groupes de numérisés à identifier leurs priorités. Alors, on vous invite aussi à participer dans cette discussion et nous serons grandement apprécions tous les commentaires et suggestions par rapport à les plus grands obstacles par rapport à la numérisation dans les synthèses de données probantes. Pour le groupe de synthétisés, FP nous a partagé quelques ressources qu'on a déjà sur le site web de COVID-19 et le groupe de synthétisés est en train de développer un guide qui est encore plus compréhensif et détaillé, particulièrement pour les chercheurs et les personnes qui sont nouveaux dans le champ de synthèse de données probantes, pour les aider à naviguer et bien performer dans ce domaine. Dans le groupe de recommandés, eux travaillent à faire un répertoire mondial de lignes directrices liées à COVID-19. Et c'est vraiment un effort à essayer de ramasser et avoir tous dans un place toute l'explosion exponentielle des lignes directrices qui ont été développées par rapport à COVID-19. Et finalement, le groupe d'optimiser le format travaille à créer des principes pour les personnes qui créent des produits de synthèse de données probantes pour maximiser leur impact. Et puis, une liste de ressources et des exemples de biens pratiques dans ce domaine pour que tous les produits qui sortent par rapport à COVID-19 aient la possibilité d'avoir la bonne perception et s'incorporer dans la prise de décision. Dans la prochaine diapositive, d'abord de partager et engager avec la communauté globale par rapport aux données probantes dans le contexte de COVID-19. Alors, nous allons bientôt lancer un mécanisme pour garder à jour avec les grandes avances et nouvelles de COVID-19. On prévoit que ça serait en forme de liste de diffusion pour ceux qui s'engagent dans la synthèse des données probantes et aussi qui soutiennent la prise des décisions concernant COVID-19. Mais encore une fois, on vous encourage tous et toutes de rendre visite à notre site web pour toutes nouvelles et on va bientôt partager des nouvelles par rapport à cette liste. Et finalement, comme la 10e, on tourne vers vous pour vous demander comment COVID-19 peut être encore plus utile dans votre travail, soit en travaillant de manière plus active sur les synthèses de données, l'évaluation de qualité de technologie et les lignes directrices, et d'autres suggestions de comment mieux faire qu'est-ce qu'on fait déjà et dans les autres domaines pour mieux relever les défis spécifiques liés à l'épreuve du contexte de COVID-19 et préparer la communauté au grand choc à venir. Alors, maintenant, en conclusion, je vais passer la parole à FP une autre fois pour nous mener à notre conclusion. Merci beaucoup, Anna. Merci, Anna. Alors, tout à fait. Donc, ce que Anna vient de mentionner, c'est vraiment important. L'aspect collaboratif, l'aspect
innovation. Et donc, on a fait un survol de certaines façons dont le réseau COVIDN peut vous aider. On vous rappelle le site web également où toute l'information est également disponible. Donc, COVIDN, trait d'union, COVIDN avec le trait d'union.org. Vous trouverez les guides, les conseils, les outils, la taxonomie, des détails sur nos modèles novateurs et sur les groupes de travail et ainsi de suite. Mais je tiens à préciser l'importance du numéro 10, l'importance de votre collaboration, vos idées, et peut-être que vous détenez une pièce manquante du puzzle pour faire face à la pandémie de COVID-19. Donc, il est très important d'obtenir vos idées, vos conseils, vos recommandations afin d'améliorer le réseau. Pour ce faire, soit pour rester à l'affût des développements du réseau COVID-End, ou encore si vous voulez partager vos idées, vos recommandations, il y a différentes façons de le faire. Je répète, il y a un site web. Vous pouvez nous suivre également sur Twitter. Donc, nous avons un Twitter qui est en commercial COVID-End avec des petites lignes sous base, pas des traits d'union. Et enfin, une adresse courriel. Donc, c'est l'adresse du forum à mcmaster.ca qui est en partie le secrétariat avec nos collègues de l'Université à l'hôpital d'Ottawa. Donc, si vous voulez nous écrire par courriel, forum en commercial mcmaster.ca. Et enfin, peut-être en terminant, un petit dernier mot. Comme le mentionnait tout à l'heure, Anna disait que vraiment le réseau COVIDN est un réseau qui est limité dans le temps. Et on souhaite tous qu'un jour, nous aurons en mesure d'avoir mis fin à la pandémie de COVID-19. Cela dit, on souhaite également renforcer les processus, les infrastructures afin de répondre à de futurs chocs exogènes qui pourraient vraiment bouleverser, encore une fois, déstabiliser nos sociétés. D'ailleurs, les efforts que nous mettons en place, les synthèses que nous développons et les outils visent également à nous faire face à de tels événements à l'avenir. Donc, bien que le focus actuellement est sur la pandémie de COVID-19, nous espérons être plus robustes et davantage structurés et coordonnés afin de faire face à de nouveaux bouleversements. Et donc, en terminant, je vous remercie. Je remercie Anna et Steven pour leur collaboration durant ce webinaire. Et merci à vous d'avoir été parmi nous. N'hésitez pas à nous contacter pour partager vos idées, vos recommandations et vos commentaires. Et je vous remercie encore une fois. À la prochaine.